Le soleil se levait sur Alexandrie, illuminant la façade de marbre de la grande bibliothèque. À l'intérieur, un prêtre égyptien et un philosophe grec se penchaient sur un papyrus fraîchement déroulé. Leurs doigts tremblaient légèrement en traçant les hiéroglyphes qui proclamaient la fusion de Thoth et d'Hermès en une seule entité divine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce geste allait déclencher une réaction en chaîne intellectuelle qui traverserait les siècles, influençant secrètement l'histoire de la pensée occidentale. Au même moment, dans les montagnes d'Alamout en Perse, Jabir ibn Hayyan, le père de l'alchimie arabe, contemplait une étrange tablette d'émeraude. Cet objet qu'il avait découvert lors de ses voyages en Égypte en l'an 760 portait des inscriptions qui semblaient contenir la clé de tous les mystères de l'univers. Jabir, connu en Occident sous le nom de Geber, ne le savait pas encore, mais ce texte énigmatique, attribué à un certain Hermès Trismégiste, allait devenir le saint Graal des chercheurs de vérité pour les 2 millénaires à venir. Ces deux événements, séparés par près d'1 millénaire, mais intimement liés, marquent le début d'une extraordinaire odyssée spirituelle et intellectuelle. Une quête qui va nous mener des temples ptolémaïques aux laboratoires secrets des alchimistes médiévaux, des académies de la Renaissance aux loges maçonniques des Lumières et jusqu'aux frontières les plus avancées de notre physique moderne. Car l'histoire d'Hermès Trismégiste ne s'arrête pas aux 3 sages légendaires dont nous avons retracé le parcours. Elle ne fait que commencer. Ce qui va suivre est le récit fascinant de comment une construction théologique alexandrine est devenue le fil d'or reliant les plus grands esprits de l'Occident à travers les âges. C'est l'histoire d'une idée qui a survécu à la chute des empires, aux guerres de religion et aux révolutions scientifiques. Une idée si puissante qu'elle continue, aujourd'hui encore, à défier notre compréhension du réel. Préparez-vous à un voyage qui va ébranler vos certitudes sur l'histoire de la pensée. Car derrière le mythe d'Hermès Trismégiste se cache peut-être la clé de notre propre évolution intellectuelle et spirituelle. Une clé qui pourrait bien ouvrir les portes d'une nouvelle compréhension de notre place dans l'univers. La triple cosmologie. Au cœur de l'enseignement hermétique se cache une vision du monde d'une cohérence vertigineuse. Plus qu'une simple théorie cosmologique, elle constitue une cartographie complète de la réalité, organisée selon un principe ternaire qui reflète la triple nature d'Hermès Trismégiste lui-même. Cette cosmologie n'est pas un ajout tardif à la doctrine, mais son essence même, la raison profonde pour laquelle Hermès est 3 fois grand. Dans les cryptes souterraines du temple de Dendera, un bas-relief énigmatique représente 3 cercles concentriques traversés par un axe vertical. Ce symbole, que les égyptologues ont longtemps considéré comme une simple représentation astronomique, révèle en réalité la structure fondamentale de l'univers hermétique. Les 3 cercles correspondent aux 3 mondes que l'initié doit traverser dans son ascension spirituelle. Le premier monde, le plus extérieur, est le monde sensible, Khat en égyptien ancien. C'est l'univers matériel perceptible par nos 5 sens, régi par des lois mécaniques et soumis au temps linéaire. Les alchimistes médiévaux le nommeront plus tard le règne du sel, domaine de la cristallisation et de la forme. Dans ce premier cercle cosmique, l'homme ordinaire évolue, prisonnier des apparences et des illusions sensorielles. Le premier Hermès, dans son incarnation antédiluvienne, maîtrisait parfaitement ce monde, capable de manipuler la matière pour créer des structures architecturales défiant le temps. Le deuxième monde, intermédiaire, est le monde imaginal, Ba en égyptien. Ni purement matériel, ni totalement spirituel, c'est le domaine des forces vitales, des énergies subtiles et des archétypes. Les néoplatoniciens l'appelleront l'âme du monde, les kabbalistes Yetzira et les alchimistes le règne du Mercure. C'est dans ce monde intermédiaire que les pensées prennent forme avant de se matérialiser, que les symboles acquièrent leur puissance
et que les correspondances entre microcosme et macrocosme deviennent perceptibles. Le deuxième Hermès babylonien excellait particulièrement dans la navigation dans ce royaume médian, traduisant les principes cosmiques en applications pratiques grâce à sa compréhension des forces intermédiaires. Le troisième monde, le plus intérieur, est le monde intelligible, Ak en égyptien. C'est le domaine des principes purs, des idées primordiales et de l'unité absolue. Les néoplatoniciens le nommeront le monde des idées, les kabbalistes, Briya, et les alchimistes, le règne du soufre. Dans ce cercle central de la cosmologie hermétique réside la source de toute manifestation, l'un indifférencié d'où émerge la multiplicité et la diversité du cosmos. Le troisième Hermès égyptien, dans sa phase alexandrine, excellait dans l'articulation philosophique de ce monde supérieur, rendant accessible par le langage ce qui transcende normalement les mots. L'axe vertical qui traverse ces trois mondes représente la voie initiatique, le chemin que l'âme doit parcourir pour s'élever du monde sensible vers le monde intelligible. Cette ascension n'est pas simplement métaphorique, elle constitue l'objectif même de l'existence humaine selon la doctrine hermétique. L'homme est un Dieu mortel, affirme le Corpus Hermeticum, et Dieu est un homme immortel. Cette formule saisissante résume l'anthropologie hermétique. L'être humain possède en lui une étincelle divine qui peut, par la connaissance et la transformation intérieure, retrouver sa nature originelle. Cette triple cosmologie se reflète également dans la structure de l'être humain. Le corps physique correspond au monde sensible, l'âme au monde imaginal et l'esprit au monde intelligible. L'initié hermétique doit harmoniser ces trois niveaux de son être pour réaliser l'œuvre alchimique par excellence, non pas la transmutation du plomb en or, mais la transformation de l'homme ordinaire en homme divinisé. Les textes hermétiques utilisent souvent l'image du miroir pour illustrer cette correspondance entre les trois mondes et les trois parties de l'être humain. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, proclame la table d'émeraude, établissant le principe d'analogie qui permet de naviguer entre les différents niveaux de réalité. Cette loi de correspondance n'est pas une simple métaphore poétique, mais un outil opératif permettant d'agir sur un niveau de réalité en intervenant sur son analogue. La particularité de cette cosmologie ternaire réside dans sa dimension dynamique. Contrairement au système dualiste qui oppose esprit et matière, la vision hermétique introduit un terme médian, le monde imaginal, qui permet la circulation et la transformation des énergies entre les pôles opposés. Cette structure tripartite se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. La Trinité chrétienne, les trois gunas de l'hindouisme, les trois mondes de la cosmologie nordique. Mais nulle part ailleurs, elle n'est articulée avec autant de précision et d'application pratique que dans la tradition hermétique. Les trois Hermès incarnent chacun la maîtrise d'un de ces mondes, tout en possédant la connaissance des deux autres. Ensemble, ils forment une entité complète, trismégiste, 3 fois grand, qui embrasse la totalité du cosmos dans ses 3 dimensions. Cette triple grandeur n'est pas quantitative, mais qualitative. Elle désigne la capacité à opérer simultanément sur les 3 plans de l'existence. L'astronome Johannes Kepler, héritier secret de cette tradition, écrira au XVIIe siècle « La géométrie existait avant la création. Elle est coéternelle à l'Esprit de Dieu. La géométrie a fourni à Dieu un modèle pour la création. La géométrie est Dieu lui-même. » Cette déclaration étonnante pour un scientifique de son époque révèle l'influence profonde de la cosmologie hermétique sur les pionniers de la science moderne. Car cette vision ternaire du cosmos n'a pas disparu avec l'avènement de la pensée scientifique. Elle s'est transformée, adaptée, parfois dissimulée sous des formulations plus acceptables pour chaque époque. De la théorie des signatures de Paracels aux correspondances de Swedenborg, de l'inconscient collectif de Jung au champ morphique de Sheldrake, la structure tripartite de la réalité hermétique continue de ressurgir sous différents visages dans l'histoire de la pensée occidentale.
Mais cette persistance remarquable n'a pas été sans controverse ni contestation. Car si la triple cosmologie hermétique a fasciné et inspiré certains des plus grands esprits de l'histoire, elle a également suscité des résistances acharnées, des interprétations divergentes et des tentatives d'appropriation par des courants parfois antagonistes. L'héritage d'Hermès Trismégiste, loin d'être un bloc monolithique transmis intact à travers les âges, est devenu un champ de bataille intellectuel où s'affrontaient des visions du monde radicalement différentes. Des premiers pères de l'Église qui tentèrent de christianiser Hermès aux philosophes des Lumières, qui cherchèrent à le rationaliser. Des occultistes qui revendiquèrent son autorité aux historiens, qui contestèrent son existence même. L'histoire de la réception de l'hermétisme est aussi complexe et fascinante que sa doctrine. C'est cette guerre des interprétations, cette lutte pour la possession symbolique d'un héritage contesté que nous allons maintenant explorer. Car comprendre comment chaque époque a réinventé Hermès Trismégiste à son image, c'est peut-être saisir quelque chose d'essentiel sur notre propre quête de sens et notre rapport au savoir ancestral. L'héritage contesté. L'héritage d'Hermès Trismégiste, loin d'être un fleuve tranquille traversant les âges, ressemble davantage à un delta aux multiples bras, parfois tumultueux, souvent contradictoires. Dès les premiers siècles de notre ère, la figure du sage égyptien devient un enjeu de luttes intellectuelles et spirituelles qui ne cesseront de se renouveler jusqu'à nos jours. Les pères de l'Église, confrontés à la puissance de la pensée hermétique, adoptent une stratégie ambivalente. Lactance, au IVe siècle, voit en Hermès un prophète païen annonçant le christianisme. Il cite abondamment le Corpus Hermeticum pour démontrer que même les sages de l'Antiquité pressentaient la venue du Christ. Saint Augustin, plus méfiant, reconnaît la grandeur d'Hermès, mais le considère comme un dangereux concurrent du message chrétien. Cette tension entre appropriation et rejet marquera durablement la réception de l'hermétisme dans le monde chrétien. Au Moyen Âge, les textes hermétiques circulent sous le manteau, nourrissant une tradition alchimique qui se développe en marge de l'orthodoxie. Roger Bacon, au XIIIe siècle, tente une audacieuse synthèse entre hermétisme et christianisme, voyant dans la science expérimentale un moyen de déchiffrer le livre de la nature, écrit par Dieu. La Renaissance marque un tournant décisif. En 1463, Marsilio Ficino traduit le Corpus Hermeticum en latin, convaincu de tenir entre ses mains un texte plus ancien que la Bible. Cette traduction déclenche une véritable hermétomanie dans les cercles intellectuels européens. Giordano Bruno, Pic de la Mirandole, Paracelse, tous voient en Hermès la source d'une sagesse primordiale, capable de réconcilier science et spiritualité. Mais cette exaltation sera de courte durée. En 1614, le philologue Isaac Casaubon démontre que les textes hermétiques ne peuvent dater de l'époque pharaonique et sont en réalité des compositions de l'ère hellénistique. Ce coup porté à l'autorité d'Hermès aurait pu sonner le glas de son influence. Il n'en fut rien. L'hermétisme se réinvente alors sous de nouvelles formes. Les Rose-Croix, au XVIIe siècle, s'acharnent à promouvoir une réforme spirituelle de l'Europe. La franc-maçonnerie naissante y puise des symboles et des rituels. Même Newton, père de la physique moderne, consacre une partie importante de ses recherches à l'alchimie hermétique, convaincu d'y trouver les clés des lois universelles. Le siècle des Lumières voit s'affronter deux visions antagonistes de l'héritage hermétique. D'un côté, les rationalistes comme Voltaire rejettent l'hermétisme comme une superstition dépassée. De l'autre, des figures comme Cour de Géblin ou Saint-Germain revendiquent une tradition primordiale dont Hermès serait le gardien. Le XIXe siècle est marqué par une résurgence spectaculaire de l'hermétisme dans les milieux occultistes.
Eliphas Lévy, Pappus, Helena Blavatsky, tous se réclament d'une doctrine secrète dont Hermès serait la source. Cette réappropriation s'accompagne souvent de reconstructions historiques fantaisistes et d'interprétations ésotériques débridées. Parallèlement, l'égyptologie naissante redécouvre les véritables sources égyptiennes de la figure d'Hermès Thoth. Des savants comme Champollion commencent à démêler les chevaux complexes des influences qui ont donné naissance à l'hermétisme alexandrin. Au XXe siècle, l'héritage hermétique continue de susciter des interprétations divergentes. Carl Gustav Jung y voit une expression de l'inconscient collectif. Mircea Eliade l'étudie comme un phénomène religieux syncrétique. Des historiens comme Francis Yates mettent en lumière son rôle crucial dans le développement de la pensée occidentale. Mais l'hermétisme reste un terrain contesté. Certains y voient une sagesse éternelle, d'autres une construction historique datée. Des courants New Age en font un réservoir de techniques de développement personnel, tandis que des universitaires l'étudient comme un chapitre fascinant de l'histoire des idées. Cette diversité d'interprétations, loin d'affaiblir l'héritage hermétique, semble au contraire témoigner de sa vitalité. Comme un miroir aux multiples facettes, Hermès Trismégiste continue de refléter les aspirations et les questionnements de chaque époque. Alors que nous entrons dans le XXIe siècle, cet héritage contesté, mais toujours vivace, se trouve confronté à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Comment la pensée hermétique peut-elle dialoguer avec les découvertes de la science contemporaine? Quel rôle peut-elle jouer dans un monde en quête de sens et de spiritualité? C'est vers ces questions cruciales que nous allons maintenant nous tourner, en explorant la présence surprenante et multiforme d'Hermès dans notre monde moderne. Hermès au XXIe siècle. À l'aube du troisième millénaire, alors que l'humanité fait face à des défis sans précédent, la figure d'Hermès Trismégiste émerge de façon inattendue des brumes du passé. Dans un monde dominé par la technologie et la science, on pourrait penser que cette sagesse ancienne n'a plus sa place. Pourtant, c'est précisément dans les domaines les plus avancés de la connaissance moderne que l'écho de la pensée hermétique se fait entendre avec une résonance surprenante. Dans les laboratoires de physique quantique, les chercheurs découvrent un univers qui défie l'entendement classique. Le principe d'intrication, qui montre que deux particules peuvent être instantanément liées, quelle que soit la distance qui les sépare, fait écho à l'axiome hermétique « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Le physicien David Bohm, en développant sa théorie de l'ordre implicite, propose une vision de l'univers étrangement proche de la cosmologie hermétique, avec ses niveaux de réalité interconnectés. La biologie moderne, en explorant les mystères de l'ADN, redécouvre l'importance des principes d'auto-organisation et d'émergence que les alchimistes hermétiques avaient intuités dans leur quête de la pierre philosophale. La théorie des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, bien que controversée, rappelle étrangement la notion hermétique d'un monde imaginal, influençant la réalité matérielle. Dans le domaine de la psychologie, l'héritage de Carl Jung continue d'influencer des approches qui intègrent la dimension symbolique et archétypale de la psyché. Les thérapies transpersonnelles, en explorant les états modifiés de conscience, redécouvrent des techniques de transformation intérieure qui ne sont pas sans rappeler les pratiques initiatiques hermétiques. L'écologie profonde, en proposant une vision holistique de la relation entre l'homme et la nature, renoue avec la conception hermétique d'un cosmos vivant et interconnecté. Des penseurs comme Joanna Macy ou Thomas Berry développent une écosophie qui fait écho à la sagesse environnementale implicite dans les textes hermétiques. Dans le monde de l'art et de la culture, l'influence hermétique se fait sentir de manière subtile, mais persistante. Des écrivains comme Umberto Eco ou Dan Brown
puisent dans l'imaginaire hermétique pour créer des œuvres qui fascinent le grand public. Des artistes contemporains comme Anselm Kiefer intègrent des symboles et des concepts hermétiques dans leur création, renouvelant ainsi le dialogue entre art et spiritualité. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle pose des questions philosophiques et éthiques qui trouvent un écho inattendu dans la pensée hermétique. La notion d'une conscience émergente dans les systèmes complexes rappelle l'idée hermétique d'une intelligence immanente dans la matière. Les débats sur la singularité technologique font écho aux spéculations hermétiques sur la transformation de l'humain. Même dans le domaine de l'économie et de la gouvernance, des concepts hermétiques refont surface. La théorie de la complexité, appliquée aux systèmes sociaux et économiques, redécouvre l'importance des principes d'interdépendance et d'auto-organisation que les hermétistes avaient formulés dans leur vision du cosmos. Cependant, cette résurgence de l'hermétisme au XXIe siècle n'est pas sans danger ni dérive. La prolifération de pseudosciences qui se réclament abusivement de l'héritage hermétique menace de discréditer cette tradition. Il devient crucial de distinguer entre une réappropriation créative et éclairée de la sagesse hermétique et des interprétations fantaisistes ou manipulatrices. Face à ces défis, une nouvelle génération de chercheurs et de penseurs s'efforce de jeter des ponts entre la tradition hermétique et la pensée contemporaine. Des universitaires comme Wouter Hanegraaff ou Antoine Fèvre travaillent à une compréhension rigoureuse et nuancée de l'histoire de l'hermétisme. Des philosophes comme Peter Sloterdijk ou Bruno Latour, sans se réclamer explicitement de l'hermétisme, développent des approches qui résonnent profondément avec cette tradition. Peut-être le plus grand défi et la plus grande opportunité pour l'héritage hermétique au XXIe siècle réside-t-il dans sa capacité à fournir un cadre de pensée intégratif. Dans un monde de plus en plus fragmenté et spécialisé, la vision holistique et transdisciplinaire de l'hermétisme pourrait offrir des outils précieux pour relier les savoirs, pour réconcilier science et spiritualité, raison et imagination. Alors que l'humanité fait face à des crises écologiques, sociales et existentielles sans précédent, la sagesse d'Hermès Trismégiste nous rappelle que la transformation du monde passe d'abord par la transformation de soi. L'alchimie intérieure, au cœur de la pratique hermétique, pourrait bien être la clé pour naviguer dans les eaux troubles de notre époque. En définitive, Hermès au XXIe siècle n'est pas un vestige du passé, mais un guide pour l'avenir. Sa présence multiforme dans notre culture, notre science et notre philosophie témoigne de la vitalité d'une tradition capable de se réinventer sans cesse. Comme le caducée d'Hermès qui relie ciel et terre, la pensée hermétique continue de tisser des liens entre les différentes dimensions de notre expérience humaine. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les âges sur les traces des trois Hermès, une question demeure: serons-nous capables, comme nos ancêtres, de réinventer cette sagesse pour répondre aux défis de notre temps? La réponse, comme toujours dans la tradition hermétique, ne se trouve pas dans un livre ou une doctrine, mais dans la transformation vivante de chaque chercheur de vérité. Car comme le disait le Trismégiste lui-même, « La vérité n'est pas donnée, elle est à conquérir.